Teza, rapporteure pour la commission des lois. Merci Madame la Ministre, merci Madame la Présidente. L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée. Cette ambition, exprimée dans le premier article de la loi Informatique et Liberté, a fait de la France un pays précurseur dans la protection des données personnelles depuis 1978. La France a été, en effet, le premier pays européen à se doter du cadre juridique et institutionnel nécessaire pour la mise en œuvre de cette politique. Mon premier souhait serait donc que nous puissions être à la hauteur de ces engagements tout au long de notre travail en commission et en séance. Pour ce faire, il nous faudra en permanence garder à l'esprit la portée économique et sociale de ces textes. Les enjeux posés sont transversaux. En témoigne la présence aujourd'hui de nos collègues de la Commission des affaires européennes, des affaires économiques et des affaires sociales que je salue. Si la perspective des dispositions que nous allons étudier est celle des libertés individuelles et de la protection des droits des personnes, nous devrons en évaluer les impacts de façon globale. Le Conseil d'État a appelé à mener une réflexion de société autour de l'interaction entre la protection des données personnelles et la politique numérique de la France au sens large, et je rejoins naturellement ces propos. Les dispositions du paquet européen et de la présente loi constituent bel et bien un signal positif en termes de promotion de l'innovation. Ces textes tirent les conséquences des bouleversements technologiques survenus dans les traitements des données, citons par exemple le cloud computing ou l'Internet des objets, et du développement de son économie. Il fallait en effet changer de paradigme pour que la protection des données personnelles soit effective dans un contexte incertain et dans lequel les avancées techniques sont toujours plus rapides que la capacité du législateur à en évaluer les impacts. Des marges de manœuvre devraient être laissées aux différents acteurs pour accomplir leurs missions et leurs activités. Allègement des démarches administratives, responsabilisation des acteurs, appel à des droits de droit souple, homogénéisation des normes au niveau européen sont autant de bonnes nouvelles, tant pour les entreprises que pour les citoyens et les organismes de contrôle. Il s'agit de construire les cadres régulateurs de façon plus flexible, itérative et collaborative, de façon à ce qu'ils soient adaptés aux enjeux du numérique. Ce seront aussi la portabilité des données, l'extraterritorialité des dispositions et le rôle accentué de la CNIL en tant qu'accompagnateur des entreprises qui deviendront source d'innovation en nivelant le terrain de jeu et en favorisant la concurrence loyale. Parce que, ne nous le cachons pas, tout va se jouer sur la manière dont les entreprises se saisiront de cette nouvelle réglementation, et particulièrement les TPE et PME qui sont pour la plupart encore loin de la mise en conformité. La prise de conscience de ces difficultés sera la clé de voûte pour transformer l'adaptation aux nouvelles dispositions en atout économique et en faire une véritable valeur ajoutée aux yeux non seulement des citoyens, mais aussi des consommateurs de biens et services numériques. Cette nouvelle attractivité économique et juridique est une opportunité pour la France, qui pourra construire, dans le cadre européen, un modèle alternatif de croissance autour d'un numérique plus éthique, plus accessible, plus décentralisé, que le sont actuellement le modèle américain ou le modèle chinois. Donc, sans vouloir présenter de manière exhaustive les textes européens, puisque la ministre l'a déjà très bien fait, je souhaite justement rappeler brièvement les principaux apports afin de mieux comprendre les enjeux du projet de loi présenté par le gouvernement. Le RGPD est fondé sur un triple changement de la législation. Tout d'abord, un renforcement des droits des personnes liés à l'extension de la liste des données sensibles, à la protection accrue des mineurs et à de nouveaux droits tels que le droit à la portabilité des données, le droit à l'oubli ou le droit à ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé. Deuxièmement, le passage d'une logique de formalité préalable à une logique de conformité et de responsabilisation, comme l'a bien cité la ministre. Troisièmement, le renforcement de la crédibilité de cette régulation à travers l'extension du périmètre d'application en dehors du territoire de l'Union européenne, des sanctions administratives considérablement alourdies et un mécanisme de coopération entre autorités nationales de régulation
qui est destiné à assurer l'harmonisation des décisions au niveau européen. La directive, par ailleurs, constitue un instrument juridique permettant une harmonisation du niveau de protection au sein de l'Union européenne en matière de traitement de données pénales. Ces deux textes européens doivent être rendus applicables ou transposés dans l'ensemble des États membres au plus tard en mai 2018. Notre responsabilité est donc d'aboutir à l'adoption de ce projet de loi. Il s'agit d'adapter la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 qui mérite pour des raisons symboliques d'être conservée et conformée aux dispositions européennes. À cet égard, j'observe que le gouvernement a fait le choix d'utiliser raisonnablement les marges de manœuvre offertes par le règlement et la directive lorsqu'elles semblent pertinentes dans une démarche d'harmonisation européenne. Pour ma part, je vous proposerai d'aller plus loin que le gouvernement dans l'utilisation des marges de manœuvre offertes par le RGPD sur au moins 2 points. L'action de groupe, pour permettre aux personnes ayant subi une violation des règles en vigueur d'obtenir réparation par l'intermédiaire d'une association régulièrement agréée, alors que l'action de groupe en matière de données personnelles est actuellement limitée à la seule constatation du manquement, contrairement au domaine de la discrimination ou de l'environnement. Et deuxièmement, l'âge des mineurs, pour abaisser à 15 ans l'âge à partir duquel un mineur peut consentir seul au traitement des données personnelles qui le concernent et prévoir le double consentement du mineur et de ses parents en dessous de cet âge. Un travail sera aussi entrepris pour accentuer la lisibilité du texte, qui est en l'état source de confusion pour la plupart des acteurs du secteur, de par les multiples renvois et superpositions des droits en vigueur. D'ailleurs, nous avons lancé un site, un dossier législatif en ligne, comprenant les liens et références qui permettent de naviguer plus facilement entre les différents textes que vous pouvez consulter dès à présent. C'est données-personnelles.parlement-ouvert.fr. Donc ce site avec les liens hypertextes dont parlait la ministre. Enfin, de nouvelles modifications pourraient être proposées à l'issue d'une séquence d'auditions complémentaires qui auront lieu entre la commission et la séance et à laquelle j'invite tous les commissaires à participer. Pour le reste, je souhaite concentrer mon propos sur quelques questions à poser à la garde des Sceaux, sur des sujets qui me tiennent à cœur et sur lesquels j'ai été souvent interrogée lors des auditions que j'ai conduites. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter l'état d'esprit du gouvernement sur les modalités de contrôle des fichiers intéressant la sûreté de l'État qui ne relèvent ni du règlement ni de la directive? Vous paraît-il opportun de permettre à la CNIL d'opérer un contrôle a posteriori sur le fonctionnement, au-delà du contrôle ponctuel auquel elle procède par l'exercice du droit d'accès indirect et du contrôle a priori qu'exerce la CNCTR au stade de la mise en œuvre d'une technique de renseignement? Deuxièmement, s'agissant de l'extension de l'action de groupe en matière de protection des données personnelles, les auditions que j'ai conduites ont montré qu'il était nécessaire non seulement de l'étendre à la réparation du dommage causé par un manquement par un responsable de traitement ou un sous-traitant, mais aussi de trouver les moyens d'en assurer l'effectivité en prévoyant une prise en charge des frais des procédures engagées par les associations mandatées. Qu'en pensez-vous? Quelles solutions seraient envisageables autrement? Troisièmement, pouvez-vous nous assurer sur les garanties apportées par le gouvernement pour encadrer les décisions administratives individuelles prises sur le seul fondement d'un algorithme, dans le cadre de la marge de manœuvre offerte par le RGPD? Plus particulièrement, pouvez-vous confirmer qu'il est toujours interdit d'adopter une décision de justice fondée sur le profilage d'un individu à partir d'un algorithme, tout comme les décisions administratives individuelles fondées sur des algorithmes auto-apprenants? Et finalement, nombreuses nouvelles missions ont été octroyées à la CNIL dans ce texte de loi. Les ressources dont elle dispose vous semblent-elles suffisantes pour les mener à bien de façon efficace? Sinon, quelles mesures prévoyez-vous à cet effet? Merci beaucoup. Madame la